Salut à tous et bienvenue pour cette interview en plus, puisqu'on a la chance de recevoir Pape Diouf. Pape, bonjour. Bonjour. Rebonjour, puisqu'on s'est vu un petit peu avant. On va un peu parler de votre destin, parce que vous avez laissé une trace à Marseille. Et puis moi, l'histoire m'intéresse beaucoup. Et votre destin, j'ai envie de dire que c'est un destin marseillais. Alors pour faire cette interview, je me suis basé sur ce livre, c'est bien plus qu'un jeu, donc paru en 2013. Comme vous pouvez le voir, il est disponible à l'Alcazar. Encore une fois, je vous encourage à utiliser les bibliothèques de Marseille. Très chers amis qui nous suivez, il y a des tas de choses dans les bibliothèques. Et donc on va parler un peu de vous, qui vous êtes, votre parcours. Donc vous êtes sénégalais né au Tchad, Oui. C'est bien ça, vous rentrez rapidement au Sénégal. D'ailleurs, il y a tous les premiers chapitres sur votre jeunesse sénégalaise, sur votre passion du foot qui démarre, sur certaines traditions aussi dans les familles sénégalaises. Malheureusement, comme le temps nous est limité, on ne va pas trop parler de ça, mais en tout cas, moi j'ai pris du plaisir à lire ça. Et on va tout de suite passer à votre arrivée à Marseille. Donc en 1970, vous avez 19 ans et logiquement, vous devez juste transiter. Vous deviez aller à l'école militaire d'Avignon. Oui, je devais faire un engagement à Avignon. C'est votre père qui vous avait inscrit? C'est mon père qui souhaitait que je fasse ça. Je suis resté à Marseille et vous imaginez bien que le premier endroit où je me suis rendu, c'était le stade de Vélodrome. C'était lors d'un match amical, OM Dukla Prague. Il y avait peut-être moins de 2000 personnes dans le stade. Pour illustrer un peu votre relation avec cette ville, je vais vous lire un passage de votre livre. Vous dites: pour moi, cette ville a une odeur. Si on me bandait les yeux et que l'on me promenait d'une ville à une autre, je reconnaîtrais Marseille en respirant son air. Comme j'ai été coursier, j'ai parcouru les rues en cyclo de long en large et à toute heure. Je connais vraiment la ville. Donc, qu'est-ce que c'est cette odeur dont vous parlez? C'est évidemment une manière de dire, parce que Marseille est une grande ville. Marseille est une ville souvent caricaturée. Marseille est une ville que quand on la présente, on a tendance, me semble-t-il, à plus parler d'exagération, enfin en exagérant. C'est vrai aussi que le Marseille a pour habitude de s'auto-caricaturer. J'ai plus le temps de connaître la ville, j'ai plus le temps d'approfondir, je dirais, mes relations. Et c'est vrai qu'au-delà de l'accent, qui est à nul autre pareil, il y a, me semble-t-il, un comportement typiquement marseillais, qui est né pas simplement de cette période-ci, mais de l'ancienne période. Ce cosmopolitisme qu'on ne voit qu'à Marseille, je crois que tout ça, ça donne un accent, ça donne effectivement une forme d'odeur, comme je l'ai appelé, à cette ville-là. Parce que ce qui est marrant aussi, donc quand on lit vos jeunes années, c'est que, pour le dire simplement, vous n'arrivez pas, vous galérez, quoi. Lorsque vous arrivez, vous racontez par exemple que vous aviez un costume, que votre père vous avait un peu forcé à prendre, vous ne vouliez pas tellement le prendre, et puis après vous l'avez porté un an sans arrêt. Vous avez vécu rue Curiole, qui est une rue particulière en plein centre de Marseille. Enfin, lorsqu'on lit ce livre, on comprend que vous vous êtes fait vous-même comme tout le monde, comme tout à chacun. C'est pas un parcours comment dire, doré. C'est vrai que je ne suis pas né avec la cuillère d'argent dans la bouche. C'est vrai que quand je suis venu à Marseille, je ne savais peut-être pas ce que je voulais, mais j'ai eu cette immense chance de savoir ce que je ne voulais pas. Je n'avais pas envie d'être un petit délinquant, je n'avais pas envie d'être un petit voleur, je n'avais pas envie d'être un petit dealer. Et ce n'est que bien plus tard que certaines vocations se sont ouvertes à moi. Donc oui, forcément, il m'a fallu, je dirais, beaucoup d'efforts, il m'a fallu aussi beaucoup d'adaptation, puisque les situations que je rencontrais n'étaient pas forcément celles que je connaissais. Oui, ce ne fut pas, je dirais, un dîner de gala. Tout ce chemin, ça a été un peu difficile, oui, c'est vrai. Voilà, parce que donc, ceux qui connaissent votre parcours en bref, on sait que vous avez été journaliste, agent et président de l'Olympique de Marseille. Mais pour devenir journaliste, vous avez enchaîné les petits jobs avant. Oui. Et c'est à travers un job au PTT, donc, où vous rencontrez un journaliste de la Marseillaise avec qui vous parlez régulièrement des heures durant de foot et qui, à un moment, vous dit viens avec moi à la Marseillaise, on a peut-être quelque chose pour toi. Absolument. Absolument. Comme quoi les circonstances sont toujours importantes dans la vie d'un homme. Puisque si j'ai rencontré cet homme, il s'appelait Salvatore, qui déjà lui-même était contrôleur des PTT et même, je pense, inspecteur, mais en même temps, il collaborait à la Marseillaise. Et nous aimions effectivement discuter de football.
Et c'est en discutant assez régulièrement de football qu'un jour, il m'a demandé de venir au journal avec lui pour être un peu un journaliste du dimanche, c'est-à-dire de collecter des résultats, et puis de rentrer petit à petit dans le monde de ce journal. Et c'est ainsi que petit à petit, effectivement, je suis arrivé par passion, puisque j'étais très passionné par tout ça, à m'intéresser à ce qui se faisait et à y faire mon trou, au point de devenir le responsable de la rubrique football. Et vous gagnez les prix UJSF, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais oui, il me semble, le meilleur Martini article sportif. de l'année, oui. Voilà. Je l'ai gagné 2 fois. C'était une manière, c'est vrai pour moi, de toujours faire mieux que ce que je faisais, puisque je suis de ceux qui pensent que de talent, je ne crois pas à l'existence innée du talent. Il y a du génie chez certains, mais chez le commun des mortels, c'est le talent. Et donc, pour avoir du talent, il faut le travailler. Les années passent, vous faites votre bonhomme de chemin, vous devenez important au sein du service sport de la Marseillaise et débarque un certain Bernard Tapie. Donc, lorsque l'on parle de talent, notamment de talent industriel, Bernard Tapie, c'est quelqu'un. À l'Olympique de Marseille, c'est quelqu'un. Et son arrivée est très très bien vue par tous les médias locaux, à part un petit village de résistants à la Marseillaise qui n'est pas dithyrambique comme les autres. Et si vous le permettez, donc je vais vous lire ce passage. Donc vous dites, Tapie vous invite chez lui pour discuter. Donc c'est très intéressant. Il était très décontracté, en survêtement, et m'avait montré un tableau en me disant qu'il était plus cher que Jean-Pierre Papin, dont on annonçait le transfert. Le petit déjeuner était servi par son majordome. Et soudain, il m'a demandé pourquoi je ne l'aimais pas. Je lui ai répondu que ce n'était pas que je ne l'aimais pas, mais plutôt que je ne l'admirais pas. Mais je lui ai dit qu'il me fascinait. Ce jour-là, chez lui, l'aveu de ma fascination ne lui a pas suffi. Je me souviens encore de son regard noir. Donc, racontez-nous un peu ses relations avec Bernard Tapie. En vérité, ça, c'était bien plus tard. Lorsque Tapie est venu, il a voulu s'emparer de la présidence du club. Or, il y avait des textes dont un disait que pour être président du club, il fallait passer par le conseil d'administration. Et Tapie, très rapidement, a complètement tourné le dos, je dirais, à cette règle et a voulu être président directement. Et pour moi, c'était une manière, je dirais, de dictat que je n'acceptais pas et contre lequel je m'étais élevé. Et c'est vrai qu'une sorte de tapimania avait déferlé sur la ville et dans les médias. Et pour moi, je trouvais ça un tout petit peu malsain. Il est vrai aussi que c'était l'époque où Tapie était puissant à tout point de vue. Et d'ailleurs, il faut reconnaître une chose, c'est que Tapie a été le seul président de l'OM à avoir apporté sa notoriété au club. Sinon, tous les autres ont connu leur notoriété en étant président de ce club-là. Mais la manière dont il voulait s'y prendre en étant Zorro et D'Artagnan en même temps ne m'avait pas plu. Ce qui vous embêtait aussi, oui, voilà, c'était que c'était un traitement qui n'allait que dans un sens, donc un traitement de la presse, etc., qui n'allait que dans un sens, qui était positif envers le président. Et c'est donc, 30 ans après, c'est assez amusant de voir que lorsque Franck McCourt est arrivé, en effet, il avait certaines, comme tous les hommes d'affaires, il avait certaines casseroles, et la presse qui a voulu en parler n'a pas été bien accueilli, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On nous disait arrêtez de nous parler de ce qui s'est passé aux Dodgers, c'est n'importe quoi, tout ça. Donc en fait, encore une fois, l'histoire nous raconte. Sauf que, bon, après on souhaite à Franck McCourt le même succès que Bernard Tapie. La différence est qu'à l'époque, l'Olympique de Marseille n'appartenait pas, je dirais, à un actionnaire. L'Olympique de Marseille appartenait, si je puis dire, à la ville. Et c'est à la ville, Gaston Defferre, en cela encouragé par sa femme, Edmond Charles-Roux, qui avait souhaité redonner à l'Olympique de Marseille un allant, et s'était adressé à Bernard Tapie. C'était très différent. Or, McCourt, quel que soit, je dirais, le parcours qui a été le sien, il est devenu actionnaire parce qu'il a acheté le club. C'est différent, totalement différent entre celui à qui on donne le club et qui doit répondre de certaines vertus. C'est différent de celui qui vient avec ses sous et qui achète. Voilà, donc vous dites que Bernard Tapie, vous lui demandiez de répondre à certaines vertus. À certains critères quand même. En tant que
récupérateur quelque part d'un bien public. Le bien public. Voilà, alors que Franck McCourt, lui, récupère un bien privé. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc vous continuez votre carrière de journaliste avec succès, mais au bout d'un moment, vous arrivez au bout, en fait, vous vous enlacez, et puis par la force des choses, ou par le hasard, c'est finalement le hasard qui vous conduit à devenir agent, c'est Joseph-Antoine Bell qui vous demande de l'aider un petit peu. Oui, Joseph-Antoine Bell est évolué. Il faut d'abord dire que quand j'ai quitté la Marseillaise, je suis parti au quotidien Le Sport, qui avait complètement renouvelé le genre journalistique, le traitement du journalisme de sport. Et c'est vrai que je me suis, en tout cas, je ne dirais pas amusé, mais en tout cas, ce fut une expérience très enrichissante. Malheureusement, qui n'a pas duré longtemps, puisqu'au bout d'une année, une querelle des actionnaires a fait que le journal a dû cesser sa parution. Voilà, pour être un peu un concurrent à l'équipe. Voilà, c'est un peu un serpent de mer aussi dans la presse française, c'est le concurrent à l'équipe. C'est vrai, mais il a manqué, je dirais, un tout petit peu, il a manqué à peine quelque chose, je dirais, pour que le sport s'installe vraiment. Du reste, le sport a été créé par beaucoup de journalistes venus de l'équipe, à commencer par, je dirais, les rédacteurs en chef. Ils étaient 3, il y avait Blin, Esnès, qui étaient tous venus, je dirais, de l'équipe. Ils y sont retournés après. Mais pour moi, je dirais que c'était... à cette époque-là, j'avais le Parisien qui souhaitait m'embaucher, il y avait Nice Matin aussi. Et puis, bon, Joseph-Antoine Bell et Basile Boli, c'est vrai, qui étaient avec moi à Dakar lors du jubilé de Boubacar Sarr Locotte, et qui m'avaient vu faire, avec qui j'ai discuté, m'ont fait une amicale pression pour prendre leur carrière en main. D'accord, parce qu'en plus, après, donc, il y a eu ce truc où on a entendu certaines critiques, parce que vous avez beaucoup de partisans, surtout dans la cité phocéenne. Il y a aussi des critiques où on dit « Ah, mais Pape Diouf, il a fait du communautarisme en ne s'occupant que de joueurs africains, que de joueurs blacks. » Et vous réfutez un peu cette accusation. Il se trouve qu'il existait aussi un racisme qui existe toujours et dont on ne se débarrassera peut-être jamais. Mais c'était aussi... pourquoi ces joueurs-là viennent vers vous, en fait? De toute façon, j'aurais été très content de pouvoir prendre des joueurs aussi qui n'étaient pas des joueurs noirs. Mais malheureusement, déjà, il fallait qu'ils aient confiance en l'homme en qui j'étais. Et vous en avez pris plus tard, lorsque vous êtes... Bien plus tard, parce que j'ai eu Grégory Coupé, j'ai eu Pignol, j'ai eu beaucoup, je ne peux pas les citer ici, beaucoup de joueurs, je dirais, de l'AI, qui étaient Ferry, qui étaient des Blancs, quand ils ont vu et quand ils ont su simplement que j'étais en mesure, effectivement, de m'occuper de leur carrière très convenablement. Mais au départ, non, ils n'ont pas voulu venir vers moi. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord. Donc, votre premier transfert, c'est celui de Bell, il me semble, à Bordeaux. Et donc, vous avez affaire à un certain Claude Bèze, qui est quelqu'un assez particulier, mais vous racontez dans le livre que ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et aujourd'hui encore, je persiste à penser que c'est sans doute un des dirigeants les plus honnêtes du football français. Je le pense, sincèrement. C'est quelqu'un qui avait le sens de la parole donnée. C'est quelqu'un qui, dans le privé, était absolument l'opposé de celui qu'il était dans le public. Et je garde de lui, en tout cas, un des meilleurs souvenirs. D'accord. Donc vous faites votre bonhomme de chemin aussi dans cette profession. Vous devenez l'un des agents les plus importants. Vous vous occupez d'internationaux comme aussi Marcel Desailly, qui est le meilleur défenseur du monde dans les années 90. Enfin, il y avait Maldini. Les années 90 ont quand même fourni un paquet de très bons défenseurs centraux. Et puis, vous avez aussi affaire à ce bashing un peu envers cette profession. Et aussi à des agents qui sont un peu moins recommandables. Vous parlez par exemple de Willie McKay dans le livre, et vous expliquez, vous dites, donc vous avez travaillé avec lui, et lui, il me disait toujours, toi tu es un babysitter, moi le football ne m'intéresse même pas, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent. Il savait aller au front, trouver des clubs pour les joueurs, mais après, c'est moi qui gérais, lui voulait seulement que le business se fasse. Ensuite, vous expliquez, j'ai toujours recherché une certaine moralité ainsi que le bonheur du joueur. Avec les présidents et les dirigeants de club, la relation n'était pas si difficile, même si ensuite vous expliquez que les dirigeants parfois disent « je ne veux pas travailler avec cet agent », mais lorsque vous avez le joueur ou lorsque cet agent avec lequel ils ne veulent pas travailler a le joueur, il se plie et... Tout à fait. Après, on peut tout à fait travailler avec quelqu'un qui n'est peut-être pas recommandable forcément, mais à partir du moment où c'est vous qui établissez le contrat, vous devez simplement l'établir en respectant,
je dirais, la légalité. Moi, dans le métier que j'ai exercé, dans les différents métiers que j'ai exercés, j'avais une règle, c'était de faire en sorte de respecter, quoi qu'il en fût, la légalité et autant que possible la moralité. D'accord. Donc, vous continuez cette carrière d'agent avec un certain talent. Vous faites beaucoup de transferts, de joueurs. Donc, vous êtes confortablement installé, qu'on va dire, le temps de la rue Curiole et du costume unique, il est loin. Vous n'avez aucun intérêt à venir à l'Olympique de Marseille. Et Christophe Boucher, en 2004, donc, vous fait la cour, pour le dire simplement. Comment dire, vous demande vraiment très fortement de venir le rejoindre à l'OM. Avant lui, il y a eu d'abord Robert Louis Dreyfus qui m'avait demandé au début des années 2000. Je n'avais pas voulu puisque j'avais comme on appelle ça, une écurie très fournie et des joueurs auxquels j'étais très attaché. C'est vrai que Christophe Boucher en 2004 est revenu avec cette fois-ci, je dirais, beaucoup de décisions, beaucoup de convictions. Je peux vous dire qu'il a fait le siège de mon bureau au moins pendant 3 ou 4 mois, avant que je ne me décide, en tout cas, à accepter l'offre qu'il me faisait, c'est-à-dire de venir à l'Olympique de Marseille et d'en être le manager général, chargé du sportif. Et vous arrivez, c'est pas non plus le confort pour vous, puisque vous racontez que lors des premières réunions avec les supporters vous disent « Vous, on sait pourquoi vous êtes là, vous êtes un agent de joueur, vous venez pour placer des joueurs ». Ils termineront par faire un communiqué en commun pour regretter votre départ, pour demander à ce que votre maintien même. Donc ça aussi, ça a été... Vous arrivez dans un contexte très difficile. Tous vos premiers transferts sont un petit peu mis sous le... Tout à fait. Sont passés sous la loupe de... Est-ce qu'il prend une commission là-dessus? Absolument. Mais vous savez, de toute façon, je pars du principe que la vérité, elle finit toujours par éclater. Et lorsque je suis arrivé, c'est vrai qu'au mieux, je suscitais le scepticisme. Et vers la fin, les supporters se sont simplement aperçus que j'étais venu pour le club, que j'étais aussi supporter de l'Olympique de Marseille qu'eux, et qu'à aucun moment, je n'ai cherché, je dirais, à ruser avec la réalité financière ou autre. Pour une simple raison, ce n'était même pas parce que par la peur du gendarme, c'est simplement parce que naturellement, je suis comme ça. J'ai pas besoin de... Un comment dire, un petit à côté, on a entendu récemment Habib Bamogo dans une émission sur SFR Sport ou RMC Sport qui disait « Je regrette que Pape Diouf ne m'ait pas emmené à Lyon plutôt qu'à Marseille parce que c'était mon agent à l'époque, je l'ai écouté, tout ça. » Donc, qu'est-ce que vous auriez à lui répondre à Habib? De toute façon, évidemment qu'on ne peut pas avoir tout réussi, on ne peut pas... Lorsque je l'ai amené à Marseille, il le souhaitait lui aussi. Qu'après, l'expérience ne se soit pas avérée très concluante, je pouvais l'amener à faire germer dans sa tête l'idée que Lyon eût peut-être été bien mieux pour lui. Mais cela ne me gêne pas du tout. Je peux comprendre parfaitement. Nous tous, nous avons, à un moment donné, pris une décision qui, peut-être, pouvait être prise dans le sens contraire. Bon, mais ça, c'est Habib qui le dit, il n'y a pas de problème. Donc on va revenir aussi sur un peu vos relations avec les joueurs parce que donc vous arrivez en tant que manager général, puis rapidement, surprise, c'est la crise à l'Olympique de Marseille. Encore une fois, contexte très difficile, Louis Acariès posé en censeur du club, une grosse personnalité, avec lequel vous arrivez à vous entendre malgré des frictions qui sont, on va dire, logiques entre des grosses personnalités. Et donc vous devenez président délégué du club. Et là, s'enclenche une période vertueuse pour les finances et pour les résultats du club. Et cette période, moi, je me souviens que vous parliez il y a quelque temps d'un triptyque. Pour bien gérer un club, il faut bien gérer les ventes, les achats et la masse salariale. La masse salariale, le grand public oublie toujours ça. Et donc, je voulais revenir sur une anecdote que vous donnez. Donc, c'est Benoît Chéroux qui vient vous voir à la fin de la saison 2008-2009, votre dernière au club, et qui vous dit « Bon, alors, président, j'ai fait une bonne saison, etc. » Et vous rapportez ce dialogue-là. Benoît, la vérité est que tu as justifié le salaire que je t'ai donné, ni plus ni moins. Je t'en remercie infiniment, au moins tu n'as pas volé le club. Mais ce n'est pas parce que tu l'as justifié que tu mérites un salaire plus important. Tes camarades qui, eux, n'ont pas justifié leur salaire ne sont pas venus me voir pour le faire. J'attends un rendement exactement en proportion du salaire que je t'ai donné. Toi, je peux te regarder dans les yeux en me disant « ton salaire, tu le mérites », mais ce n'est pas une raison pour l'augmenter.
Maintenant, tu as encore 1 an de contrat et ce que je te suggère, c'est d'en rester là jusqu'au mois de décembre. On se reverra à ce moment-là. Et s'il y a besoin de renouveler ton contrat, on en reverra peut-être les conditions financières, mais pas aujourd'hui. Ça, c'est pas ce qu'on a vu à l'Olympique de Marseille après. Bah, c'est ce qui est logique, ça me paraît logique. Je n'ai jamais compris qu'un joueur qui était engagé selon, je dirais, des termes financiers très précis, parce qu'il aura fait une bonne saison, vienne vous retrouver pour voir tout de suite, je dirais, son salaire augmenter. Et est-ce que votre passé d'agent, à ce moment-là, dans les négociations, lorsque les joueurs viennent vous parler, vous avez ce double regard quelque part? Non, parce que j'ai toujours fait les métiers que j'avais à faire sans me soucier, je dirais, du métier précédent. J'ai été journaliste, après j'ai été agent, après j'ai été le président de l'Olympique de Marseille. À chaque fois, j'ai essayé de défendre. Mais vous en tirez des compétences à chaque fois lorsque vous êtes journaliste. Après, vous êtes devenu très bon communicant. Peut-être que les circonstances m'ont aidé. C'est fort probable. C'est l'expérience, en tout cas, que tout homme acquiert tout au long de sa vie. Mais moi, je n'ai jamais accepté, je dirais, d'augmenter un joueur simplement parce qu'il avait fait une bonne saison. Une bonne saison, je veux dire, quand je donnais un salaire à un joueur, c'est précisément pour qu'il me fasse une bonne saison. Ce n'est pas parce qu'il avait fait une bonne saison qu'il fallait nécessairement augmenter son salaire. Est-ce que, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs ont pris le pouvoir dans le football et que donc, dès qu'ils ont fait une bonne saison, le club, surtout à l'Olympique de Marseille, semble être en position de faiblesse et dit vite, il faut vite que je renégocie son salaire pour pas qu'il s'en va, pour pas que... Vous savez, ça ne dépend, je dirais, que de la réaction que le président peut avoir. Personnellement, jamais les joueurs n'ont pris le pouvoir avec moi. Hein. Quand Ribéry m'a fait la danse du ventre, il faut le dire, on s'en souvient malheureusement. Aidé par Aulas, je lui ai simplement dit qu'il ne partirait pas. Bon, c'est vrai qu'il avait encore 3 ans de contrat. S'il n'avait qu'un an de contrat, je n'aurais pas entrepris cette démarche-là. Mais il avait 3 ans de contrat. Alors la question m'a été posée par un de vos confrères, est-ce qu'on peut garder un joueur contre sa volonté? À ce confrère, j'ai simplement dit, est-ce qu'on peut obliger un club à vendre contre sa volonté? Il est resté. Ouais, c'est un peu l'exception cependant dans le football. Bah, c'est pas l'exception, chez moi c'était pas une exception. C'est ce qui a fait aussi votre popularité auprès des supporters qui se sont dit... Peut-être. Qui se sont sentis insultés. Enfin moi je le sais vu que j'avais 20 ans à l'époque, j'étais supporter de l'Olympique de Marseille, je vois Franck Ribéry au JT de 20h faire ces choses-là, je me sens insulté et je me dis, putain merde, mon président il va pas vendre le joueur... Le joueur star, et ça, c'est aussi une manière de... Enfin, c'est aussi comme ça que vous êtes fait accepter des supporters. Bah, moi, j'ai essayé de remplir les prérogatives qui étaient les miennes pleinement. Je me méfiais de ce qu'on a appelé les vérités universelles, comme celle consistant précisément à dire qu'on ne peut pas garder un joueur contre sa volonté. Quand un joueur a un contrat chez moi, il a un contrat. Pourquoi faut-il... Bah, maintenant, si effectivement il a 1 an de contrat... Il y a une stratégie, il y a une tactique qui fait que je ne vais pas l'imposer à rester parce qu'il peut rester et 6 mois après pouvoir signer et avoir la capacité de signer où il veut. Donc en fait, vous aviez une vision, comment dire, très pragmatique. Ah, tout à fait. C'était pas quelque chose de plus pensé en disant, ou même votre orgueil qui aurait pu être touché par le fait que Ribéry... parce que l'orgueil des supporters avait été touché. Vous, c'est pas à l'orgueil que vous réagissez, c'est au pragmatisme. Non, au pragmatisme. Regardez Rubio aujourd'hui. Rubio, ce qui se passe à Paris, bah, il est en situation de force. Parce qu'il est en fin de contrat au terme de cette saison-ci. Évidemment, si j'étais dirigeant parisien dans les mêmes conditions, j'aurais été un peu embêté. Mais je n'aurais pas attendu d'arriver à cette situation-là. Ribéry, dès la fin de la première année, j'ai signé, j'ai prolongé son contrat. Et au moment où il voulait partir, mais j'avais 3 ans. En 3 ans, bon, après, s'il ne voulait pas jouer libre à lui, mais je l'aurais envoyé en équipe réserve. C'est ce que vous aviez dit à l'époque, en effet. Je l'aurais envoyé en équipe réserve. Et si ça ne suffisait pas, je l'aurais privé de son salaire. Il a compris que, de ce point de vue-là, j'étais intransigeant. Il est resté. L'année d'après, il est parti. Parce que je lui avais promis qu'il partirait. Voilà, et vous avez donné cette impression, cette fierté aux supporters de se dire il a mis le club avant le joueur et ça a compté dans... Le club doit passer avant les joueurs. Juste, alors, encore un autre petit aparté, puisque récemment, il y a Mathieu Grégoire, Brendan Kemet et j'ai oublié le 3e personne qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Les nouveaux parrains du foot » et qui explique qu'aujourd'hui, le danger pour les joueurs se situe dans les entourages.
Et Mathieu Grégoire parle souvent de l'année où au club arrivent Samir Nasri, Ahmed Yayaoui, Thomas Derouda, donc beaucoup de joueurs qui ont des entourages qui peuvent être problématiques. Comment vous gériez ça quand lorsque... Yayaoui était parti quand je suis arrivé. Derouda, je ne le connaissais pas. Il était en équipe réserve. Je connaissais Samir Nasri. Et Samir Nasri, il est bon de reconnaître que ses parents étaient plutôt, je dirais, des gens bien. Oui, d'ailleurs, les frasques qu'on lui a reprochées sont après son départ de Marseille, lorsqu'il s'est indépendant. Que ce soit le père ou que ce soit la mère, je les ai entendus tenter d'éduquer le garçon au mieux qu'ils pouvaient. Donc on ne peut pas, à vrai dire, le considérer, je dirais, comme quelqu'un de douteux. Au contraire, Samir Nasri, j'ai vu moi son père lui répéter certaines valeurs sans discuter réellement tout le temps. Alors sur ce plan-là, Yayaoui étant parti, Derouda, je ne le connaissais absolument pas. Je n'ai pas personnellement de reproche en ça de cette période-là. Quelles étaient vos relations avec les joueurs? Parce que aujourd'hui, par exemple, on a différents types de présidents à l'Olympique de Marseille. On a un président qui semble quand même assez éloigné des joueurs. On a Jean-Michel Aulas, qui est quelqu'un de différent, mais qui peut rentrer dans les vestiaires. Quelles étaient vos relations? Comment vous pensez que les joueurs vous voyaient? J'avais une technique, déjà avec les joueurs, qui requérait le respect. Quand un joueur souhaitait me voir, la première chose que je lui disais, c'était « Ok, je vais vous voir, mais sachez que parce qu'en règle générale, je l'ai tutoyé, tu dois savoir, quoi qu'il en soit, que notre discussion sera rapportée à l'entraîneur. » C'était une manière déjà de ne pas creuser, je dirais, quoi que ce soit. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle ce qui s'est passé. Enfin, après votre départ, il y a eu Deschamps-Anigo et il y avait apparemment des joueurs qui allaient se plaindre à l'un. Oui, je sais. C'était quelque chose de difficile. Je sais, mais vous savez, si j'étais resté, c'est plus facile à dire peut-être que avant, mais si j'étais resté, entre Anigo et Deschamps, je peux vous dire qu'il n'y aurait eu aucun problème. Puisque en amont, j'avais essayé déjà de régler ce problème-là, de la même manière que j'avais réglé le problème Anigo Dieretz. Voilà, parce qu'on a aussi reproché, c'est vrai, enfin, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on a aussi beaucoup reproché à José Anigo. On avait dit, c'est lui qui décide certaines choses, il a fait rentrer certaines personnes au club. Vous dites, moi, j'ai eu aucun problème avec José Anigo, parce que je lui ai donné un cadre de travail très précis. Absolument, il y était. Et c'est la réalité. Et moi, je me souviens d'une anecdote, c'était, je pense, la deuxième saison, peut-être la première saison d'Éric Guéretz à l'Olympique de Marseille. Éric Guéretz aussi, vous le faites venir, c'est quelqu'un de particulier. Il y a Kanga Akale qui vient à l'Olympique de Marseille. Éric Guéretz dit, avec son langage à lui, c'est mon directeur sportif qui a vraiment poussé pour que ce joueur il arrive. Alors s'il n'est pas bon à la fin de saison, il aura une bosse sur la tête. Et on voit que vous avez fait coexister des caractères forts ensemble. Évidemment, parce qu'il était tout à fait légitime que ce soit qu'il revienne au président de mettre, je dirais, en place les cadres de travail de chacun. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que... Enfin, on a l'impression que tout le monde échoue dans cette mission après à l'Olympique de Marseille. Vous savez, moi, je pars du principe d'une vérité philosophique, d'une vérité, je dirais, populaire, qui disent que gouverner, c'est prévoir. Quand on a la prétention de gouverner, en tout cas de gérer un club comme l'Olympique de Marseille, il ne faut pas, je dirais, réagir au jour le jour. Il faut réagir bien avant que les problèmes ne se posent. Il faut essayer déjà de deviner, de penser les problèmes qui peuvent se poser et essayer de voir quelle solution on peut leur apporter. Donc, je savais pertinemment qu'entre Guéretz et Anigo, il peut y avoir des étincelles. Je le savais au départ. Donc, tout convenait, à l'époque déjà, de faire en sorte que ces étincelles-là n'apparaissent pas. C'était la moindre des choses. Voilà, et d'ailleurs, après vous êtes malheureusement remercié, mais avec Deschamps, pareil, vous saviez qu'avec Deschamps et Anigo, ça pouvait se frictionner. Si vous interrogez Deschamps, il vous dira que j'ai parlé avec lui entre Marseille et Monaco, où nous nous étions trouvés dans une auberge, et je lui avais fait le topo de la situation du club. Entre Anigo et lui, j'en avais parlé au moins pendant plus d'1 heure de temps. Et je suis convaincu qu'entre les deux, tant que je étais en tout cas au club, le problème ne se serait jamais posé. Jamais. Un petit mot aussi, parce qu'on en parlait hors antenne. Donc vous êtes le seul président qui a réussi à avoir des bilans financiers bénéficiaires. Ça n'existe pas à l'Olympique de Marseille, ça n'existe pas. Au mieux, on vend tout le monde, on arrive à -1, -2 millions sur le bilan annuel. Vous avez rapporté de l'argent, vous avez même remboursé de l'argent à Robert Louis Dreyfus.
comment lui voyait ça? Est-ce qu'il était heureux? Est-ce qu'il disait j'avais enfin trouvé... Je pense qu'il savait apprécier ce genre de démarche-là, mais il faut dire les choses. Quand j'ai dit tout à l'heure que les circonstances m'ont beaucoup aidé, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, simplement. Vous arrivez quand même dans un club qui, à l'époque, c'est le gros bordel. C'est vrai, mais il faut admettre l'idée quand même que les circonstances, ces fameuses circonstances, m'ont aidé. Parce que Ribéry, qui devait après nous valoir, je dirais, une vraie fortune, Ribéry, par exemple, je l'ai eu pour 0 francs, pour 0 euros. Mais voilà, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que c'est seulement un contexte, parce que est-ce qu'un dirigeant non aguerri de football va chercher Franck Ribéry? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il ne va pas se dire, bon, je risque d'avoir des problèmes avec Galatasaray, parce qu'il y en a eu qui, comme vous étiez dans votre bon droit, vous avez remporté la partie. C'est vrai. Donc est-ce qu'il y a ça aussi? Oui, mais il y a un peu les circonstances. Il devait nous quitter, Samir Nasri, pour moins d'1 million d'euros ou 1,5 million. C'était le règlement, j'ai oublié c'était quel type de règlement, c'était pas Bosman, mais c'était un autre règlement. Bon, j'ai essayé de négocier avec ses agents, de leur donner 1/3 d'une éventuelle revente, et c'est vrai qu'en Nation, on l'a vendu à plus de 15 millions. Donc, au lieu de 1 million. C'est vrai que ce sont des circonstances quand même qui ont été favorables. Bon, donc malheureusement, tout ça va se terminer par la faute d'une personne qu'on peut citer, hein, c'est Vincent Labrune, qui est alors président du conseil de surveillance. Et puis donc je voulais vous citer ce petit passage que je trouve très intéressant parce qu'il dit beaucoup aussi du traitement de l'Olympique de Marseille en règle générale dans la presse et de la difficulté de déchiffrer ce qui sort. La bataille a été d'autant plus intense qu'il balançait toutes les informations, tous les mensonges à la presse en se cachant derrière la mention dans l'entourage de Robert Louis Dreyfus. Il était la source unique et servait ses intérêts. Ce qu'on a appelé improprement une science de la communication à son sujet n'était pour moi qu'une monumentale escroquerie morale, une profonde saloperie. La vraie science de la communication, ce n'est pas ça. Un vrai communicant a une technique, un courage intellectuel, il sait enlever son masque, ce n'était pas son cas. Parce que donc, dans votre dernière année de présidence, je me souviens notamment d'une interview à l'Équipe où Robert Louis Dreyfus, qui est pourtant très malade, donne une interview dans laquelle il met grandement la pression sur vous et sur Eric Guéret. Il dit « Moi, j'aurais acheté Alex, il me semble, de Chelsea et Gourcuff. » C'était le contraire. C'est moi qui voulais Alex et Vincent Labrune était arrivé à dissuader Robert de prendre Alex. Qui coûtait cher salarialement. Et je pense honnêtement que parce que j'avais obtenu de Chelsea un prêt et du joueur des conditions tout à fait acceptables. Je crois que cette année-là, c'est l'année où je dispute avec Bordeaux, je dirais le titre jusqu'à la dernière journée. Je crois qu'avec Alex, j'aurais pu être champion. Mais ce que je dirais, parce que vous l'avez cité, celui que vous venez de citer, pour moi, c'est celui qui a failli véritablement tuer le club. Il a tout fait à l'envers. La seule chose qui l'intéressait, je dirais, c'était la défense de ses intérêts, la défense des intérêts de ses amis. Lui, là, je pense très honnêtement que depuis que je connais ce club-là, donc depuis près de 50 ans maintenant, le seul président qui n'avait absolument rien à faire là, c'est lui. Lui, il a failli tuer le club, oui. Il a failli, par ses décisions, tuer véritablement le club. Et donc, lui, à ce moment-là, il passe à travers certains relais de communication, comme l'Équipe avec lequel il est assez ami avec le journaliste de l'Équipe, et beaucoup d'informations sortent, et donc le public les prend pour monnaie comptante, puisque c'est l'entourage de Robert Louis Dreyfus, mais on ne sait pas qui c'est. Et ça dénote aussi d'une certaine... hypocrisie, une forme d'hypocrisie, une forme de... quelque chose aussi qui est très répandu dans le foot, souvent, on a beaucoup dans l'entourage, la source proche... Non, mais écoutez, je suis dans le milieu du football depuis très longtemps et je n'ai jamais vu cette pratique à cette échelle. À cette échelle-là, c'est de l'escroquerie, c'est complètement de l'escroquerie. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est amusant puisque je sais que, comme vous l'avez déjà dit plusieurs fois, vous ne croyez pas en l'entraîneur gourou. Il y en a un qui a été un peu gourou à Marseille, c'est Marcelo Bielsa. Et quelque part, il a fait le même procès à Vincent Labrune en pleine conférence de presse de manière officielle. S'il y a une personnalité, enfin une personne contre laquelle j'aurais presque de la haine par rapport, je ne dirais pas une haine personnelle, mais au mal qu'il a fait au club, c'est Vincent Labrune, il faut le dire. Parce que donc une fois que vous partez, donc on a Deschamps à Nigo, donc Deschamps va ramener un titre, grand entraîneur, on le voit encore, champion du monde, quelqu'un
avec un vrai charisme, une vraie aura, etc. Mais par contre, les finances partent dans le rouge, et dans le rouge vermeil est très très fort. La masse salariale explose, alors que c'est ce qu'on vous reproche. À la base, on vous reproche une mauvaise gestion de la masse salariale, ce qui est un peu ironique avec le temps. Et puis il y a aussi ces transferts dont vous parlez.